Quand je vous appellerai, vous avancerez, et je placerai ensuite le choix-peau sur votre tête. Vous serez ensuite répartis dans vos maisons, vous serez très certainement sacrifiés à la gloire de Satan. Avis spectateurs, c'est le mois d'octobre, donc le mois d'Halloween et de l'effroi. Personnellement, j'ai toujours eu un rituel depuis que je suis tout petit. Je me tape les films SOS fantômes, le tout en m'explosant le bide de saloperies chimiques dont les colorants sont faits à partir d'insectes broyés. Ça donne envie, hein? T'es sûr que cette circonstance? Oh mon pote, t'en fais pas, avec les guerres nucléaires qui arrivent, de toute façon, 3 ou 4 insectes, ce sera un repas 4 étoiles, ça faites-moi confiance. Enfin bref, en 2012, j'étais tranquillement en train d'essayer de retrouver les mecs qui ont fait 21 et 22 Jump Street pour leur expliquer ma façon de penser. Et alors que je flânais tranquillement dans le temps, je suis tombé sur un film qui m'a complètement retourné le cerveau et duquel j'étais complètement passé à côté. Et avant ça, il va falloir que je vous parle des remakes. Dans un dessiné, j'ai expliqué le principe d'adaptation, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de parler de ce qui fait retourner le slip de tous les fanboys de la planète, le remake. Un remake, comme son nom l'indique, c'est refaire un film de A à Z. L'argument que l'on entend le plus souvent chez leurs détracteurs, c'est le « plus d'inspiration à Hollywood ». Alors oui, mais non. Sans forcément faire un cours de 8 heures sur les différents types de remakes ou autres, il faut bien comprendre que depuis la naissance du cinéma, les remakes existent. Pour moi, il y a 2 grandes écoles. Dans un monde où les films se répandent comme la connerie dans une télé-réalité, 2 écoles se disputent la place de grands maîtres dans la catégorie du remake. Le haut couteau artistique et le nanto commercial. Dans les faits, nous avons les films qui sont faits pour l'art et ceux qui sont faits pour le pognon. Dans l'idée, ça change strictement rien au cinéma en général, mais en fait si. Parce que contrairement aux adaptations de littérature, pour le coup, le matériel de base est bien plus accessible. Prenons Harry Potter. Perso, j'ai pas lu les livres et je risque pas de les lire. Et avant que tu dises quelque chose, sache que je t'ai pas vu beaucoup les lire non plus, les bouquins. Alors merci, mais non merci. Perso, je préfère les livres Terry Pratchett. Mais j'ai vu les films, et ça me suffit, alors que les adaptations de jeux vidéo sont aussi accessibles que les films. Le principe est le même que pour une adaptation, sauf que la différence, ce n'est pas de faire un bête copier-coller d'une œuvre à une autre, mais bien une démarche d'auteur. Comment le réalisateur va-t-il s'approprier une œuvre pour la passer à la moulinette de son propre petit univers? Quand Alexandre Aja reprend le film culte de Wes Craven pour y apporter ses thèmes, on finit vite par oublier l'original tellement il est bon. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ce qu'un réalisateur peut faire pour peu qu'on lui laisse carte blanche et s'exprimer totalement sur un projet. Et après, il y en a d'autres qui me font juste me demander si on me prendrait pas pour un abruti, pardon. Si un remake est bien nécessaire. Un exemple au pif. Faire un remake d'un des plus grands chefs-d'œuvre sud-coréens, Le Dernier Train pour Busan, qui est l'un des meilleurs films de zombies jamais fait, remaké par une bande de branlos sans aucun talent qui vont nous répondre la même merde que d'habitude alors que le film est sorti il y a quand même pas plus de 2 ans et qu'il est tellement bon que ces abrutis de Sens Critique lui ont mis une bonne note, comme si ça faisait avancer le schmilblick de mettre une note à un film, mais putain c'est complètement crétin et contre-productif! Désolé, je me suis emporté. Bref. Pourquoi est-ce que je vous parle de remake? Eh bien, lors de mon dernier voyage dans le temps, je suis tombé sur un film que j'avais complètement loupé alors qu'il avait tout pour me plaire. Un film de vampire avec un casting de dingue. Bienvenue dans la vessie, laissez-moi vous prendre par la main vers le petit monde ténébreux de la banlieue américaine, The Friday Night. Friday Night, remake du film Vampire, vous avez dit Vampire de 1985, est une comédie horrifique sortie en 2011 et réalisée par Craig Gillespie, qui s'est illustré dernièrement par le film Moitonnière en 2011. Le film raconte l'histoire de Charlie, joué par le regretté Anton Yelchin, jeune adolescent populaire qui voit un homme un peu trop parfait s'installer dans la maison à côté de chez lui. S'il lui accorde peu d'intérêt au début, son meilleur ami Ed, joué par Christopher bref, par le méchant de Kick-Ass 2, lui fait se poser de sérieuses questions, et pour cause, le beau et ténébreux Jerry, joué par l'exceptionnel Colin Farrell, est un vampire vieux de plusieurs siècles et il compte bien se faire les dents dans son quartier. Je crois que Friday Night est une de mes comédies horrifiques préférées, mais bon, comme tout film a des défauts, la grande question dans celui-là, c'est... qu'est-ce que c'est qui va pas dans le film? Ça risque d'être court car j'ai vraiment pas de défaut notable à reprocher au film, si ce n'est certains effets spéciaux qui sont... Oh mon dieu, vision de cauchemar, on dirait Jean-Luc Mélenchon quand il s'énerve. Ah si, je suis désolé, la ressemblance elle est flagrante. Le film est fait pour la 3D et c'est étrange, mais j'ai toujours trouvé que les films tournés directement pour de la 3D étaient assez mal cadrés, sans parler du sempiternel objet qui fonce sur l'écran. Oh Dieu, la bête fonce droit sur nous. Mais là, j'avoue qu'il y a quelque chose de particulier dans la façon de filmer du film qui peut en repousser certains, même si personnellement j'ai adoré l'esthétisme. Le personnage de Peter Vincent a eu aussi le Deus Ex Machina le plus simpliste du monde, car avec pas moins de 20 000 vampires aux États-Unis... Et mercredi, je crois que je viens de vous spoiler le 22e siècle. En même temps, je suis désolé, mais les voyages dans le temps, ça fout toujours le bordel. Bon bah spoiler pour spoiler, désolé, mais oui, Julien Lepers est un vampire. Bref, sur tous les vampires qui pourraient encore exister aux USA, il tombe justement sur le vampire qui a tué ses parents.
comme c'est pratique. Mais sans faire preuve de mauvaise foi, il y a bien une scène qui rend tout ça cohérent. Think if you live and we all die, you'll be able to get us out of your head? No, I never could after the first time. So I told myself I made up. I was a kid. Figured it was easier to believe in monsters. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que le film ne manque pas de cohérence. Attends une seconde, Julien Lepers, c'est un vampire? Bah si, pourquoi est-ce que tu crois qu'il s'est autant investi dans les maisons de retraite? En 2134, le gouvernement et les vampires ont conclu un accord, c'est-à-dire que les vampires ne se nourrissaient plus que des vieux. D'un côté, le gouvernement a arrêté de payer les retraites, et de l'autre, au moins, on était enfin débarrassé de cette horrible odeur de naphtaline. Et pour conclure les points négatifs, l'actrice Imogen Poots... Mais c'est pas vrai, y a pas un acteur sur Terre avec un nom simple! Bref, Truc est la seule actrice du film ne pas vraiment être dedans. C'est pas qu'elle est ultra mauvaise, mais les 3/4 du temps, elle est juste plantée là. Les yeux dans le vague, un peu comme toi quand tu découvres la trigonométrie et que tu préfères protéger ton cerveau en pensant au dernier épisode de Dragon Ball Z que tu t'es tapé la veille. Tant que nous sommes sur les acteurs, autant commencer à parler de ce qui va avec eux. Alors, David Tennant. David John MacDonald est un acteur britannique né le 18 avril 1971 à Bathgate en Écosse. À 16 ans, il entre sur audition à l'Académie royale de musique et d'art dramatique d'Écosse, ce qui en fait l'un des plus jeunes acteurs à s'y être inscrit. Il changera son nom en David Tennant en référence à Neil Tennant, le chanteur principal des Pet Shop Boys, car un autre acteur s'appelle déjà David MacDonald. Vous avez notamment pu le voir dans Harry Potter et la Coupe de Feu, où il y joue Barty Croughton Jr., dans la série anglaise Broadchurch, en méchant dans Jessica Jones, mais aussi au théâtre dans Hamlet. Il a reçu 15 récompenses et plus de 16 nominations au petit écran. C'est marrant, il me dit vaguement quelque chose. On l'a pas croisé par hasard? Allons-y! Bref, dans le film, il interprète le personnage de Peter Vincent, petite référence à l'acteur Peter Cushing, l'interprète de Van Helsing dans une bonne partie des nanars de la Hammer, mais aussi de Vincent Price, l'un des plus grands noms des films horrifiques au cinéma. Tu t'éloignes trop du sujet, là! Oups, désolé. Bref, le personnage de Peter Vincent est juste parfait de justesse. Cette espèce de connard vulgaire, lâche et alcoolique a ce subtil mélange entre le héros torturé et le comic relief, ce qui en fait certainement le personnage le plus appréciable de tout le film tant la performance de l'acteur est exceptionnelle. Et je ne dis pas ça parce que j'adore l'interprète, mais parce qu'il s'éclate à casser son image de mec bien sous tout rapport, et on sent vraiment à quel point l'acteur ne se prend même pas la tête. C'est limite si c'est pas naturel. Look, please, I need your expertise, and you're the man on this stuff, so... Mais le casting n'est pas en reste. Alors si vous êtes comme moi, vous avez dû adorer les animaux fantastiques. Et si vous êtes comme moi, vous ne pouvez plus voir Johnny Depp en peinture, parce que merde, voir Colin Farrell dans un blockbuster, ça fait vraiment du bien, et qu'ils l'ont remplacé par un acteur soi-disant plus bankable. Et donc, oui, Colin Farrell, que vous avez pu voir dans les animaux fantastiques, et donc Jerry. Jerry le vampire. Ah non, mais me regardez pas comme ça, moi depuis Bill le vampire, je m'étonne plus de rien. Il est parfait dans son rôle du voisin maléfique. Son jeu d'acteur est d'ailleurs très proche du prédateur suave, un petit peu comme dans les anciens films. Et quand il souffre, on sent la douleur dans les mouvements violents et désarticulés qu'il peut produire. On a déjà pu voir que les hommages sont disséminés un peu partout dans le film, en plus des applications d'anciennes légendes qui interdit par exemple aux vampires de rentrer dans une maison sans y être invités. On a là une vraie démarche d'auteur travaillée dans un film qui n'est qu'un film popcorn. Et je ne parle même pas de l'écriture des personnages qui renvoient les crétins congénitaux d'un slasher ou de Star Wars 8 dans leur chambre avec une petite fessée et des familles humiliantes au passage. Je ne peux pas entrer dans une maison car on m'y interdit l'accès. Casse la chaîne, plus de maison, plus d'interdiction. Les seules fois où les personnages font quelque chose de stupide, c'est plus ou moins la faute du comic relief, soit le personnage écrit pour ça. Et là ça va être cool, enfin un film où je peux enfin parler de pratique. C'est l'instant chiant où tu vas faire du Wikipédia, c'est ça? Peut-être bien, mais en attendant, sortez vos lunettes de soleil les enfants, parce que vous allez en prendre plein les mirettes. Yeah, ça pète le style. Ouais! Quand Jerry explique au protagoniste le principe de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire très simplement lui manger toi, il s'ensuit une superbe scène de course-poursuite tournée en plan séquence. Le plan séquence est un plan unique où il n'y a ni coupe ni champ contre champ. À la différence d'un plan long et fixe, la caméra est souvent mobile et elle se balade entre les personnages, ce qui permet d'inclure le spectateur dans le récit de manière temporelle puisqu'il vivra en temps réel ce que les protagonistes vivront. Le procédé est assez vieux puisque Murnau sera le premier à l'utiliser dans son film Sunrise en 1927. Mais le cinéma fonctionne d'une manière très particulière. Dans l'idée, ce qui n'est pas dans le cadre n'existe pas. Un excellent film tourné en plan séquence est Birdman avec Julien le... Oh pardon, désolé, c'est pas Julien Lepers, c'est Michael Keaton. Enfin bref, comme le film est un plan séquence complet, vous montrer un extrait de presque 1h59 n'est pas très pratique. Alors oui, les plus chiants
d'entre vous me diront que c'est pas un vrai plan séquence et que c'est plusieurs plans séquences raccordés ensuite, mais sérieux, fermez-la, ce film est un plan séquence. Pour moi, le meilleur exemple pour illustrer ce procédé est la monstrueuse scène du marteau de Old Boy, ainsi que la scène de la voiture dans Le Fils de l'Homme. Parce que quand tu fais un plan pareil, il faut bien comprendre qu'une seule erreur veut dire tout se retaper le boulot depuis le début. La maestria avec laquelle Park Chan-wook arrive à retranscrire la violence et l'avancée inexorable d'un homme au bord du gouffre juste avec un travelling est prodigieux. Et ce qui est dingue dans le film d'Alfonso Cuarón est l'utilisation d'une caméra pilotée à distance pour pouvoir capter un nombre impressionnant de figurants en plus de ce qui se passe dans la voiture. Bref, le plan séquence, ça rote du Ponester dans vos frocs. Alors pour peu que tu fasses les choses bien, t'es sûr et certain d'au moins marquer les esprits. Et là, on va revenir à votre course-poursuite, alors vous pouvez garder vos lunettes. Pendant presque toute la scène, Jerry est quasiment hors cadre, ce qui renforce le côté prédateur de la nuit de ce personnage. Et comme je l'ai dit précédemment, si t'es pas dans le cadre, t'existes pas. Et bien là, le fait qu'il est à peine visible le rend encore plus menaçant. Malgré les effets spéciaux, cette scène est probablement l'une des meilleures du film, appuyée par l'excellent jeu d'actrice de Toni Collette, qui est juste du début à la fin. Bon, en même temps, si on devait la comparer à une autre truc machin, là, c'est pas bien compliqué. Et je suis toujours impressionné à quel point la caméra est fluide malgré la taille ridiculement petite de l'intérieur de la voiture. N'importe quoi, c'est une espace familial. Elle est pas petite cette voiture. Ah bah je suis désolé, mais ma voiture à moi, elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc pour moi c'est petit. Pour en terminer avec le film, c'est rare et ça fait vraiment un bien fou de voir un film qui n'a pas la prétention d'être un nouveau Hitchcock, le tout étant à la fois drôle, simple, divertissant et travaillé. Peu importe le film ou son genre, on peut toujours trouver des films popcorn avec un vrai fond ou un vrai message. Rien à faire de la tronche du film, on peut toujours trouver quelque chose de bien. Cette vidéo est à présent terminée, un grand merci de m'avoir accordé un peu de votre temps, pour le coup elle est un peu plus courte que d'habitude, mais je voulais vraiment pouvoir la sortir pour Halloween. Sinon, pour le reste, s'abonner, pouce bleuté, partager. Et si vous ne le faites pas, je viens chez vous avec un bâton et je frappe vos enfants. C'était Simon Belmont et c'est avec fierté que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.